Bien le bonjour. Écoutez, le résumé est assez facile à faire. Le Bloc québécois a présenté des demandes qui ont été explicitement établies comme étant non négociables pour la suite des choses. Et elles ne se trouvent pas dans le budget de M. Champagne ou de M. Carney, qui tenait probablement pour beaucoup le crayon. Il n'y a pas de fin de cet héritage de Justin Trudeau en ce qui a trait à la discrimination infligée aux aînés. Comprenons-nous bien, là. Les retraités de 65 à 75 ans vont continuer à recevoir un chèque de pension de sécurité de la vieillesse moindre que ceux de 75 ans et plus. Et dans toutes les associations, même ces gens-là qui représentent les aînés disent que cette discrimination-là n'a pas de bon sens. Le gouvernement se permet un déficit de 78 milliards et ne prend pas la peine de régler une injustice, même si, de façon générale, il tourne le dos à l'héritage et à la culture de l'époque Trudeau, qui c'est quand même le même gouvernement. La demande du Bloc sur les transferts en santé, afin que l'augmentation annuelle des transferts en santé puisse couvrir l'augmentation des coûts de système payés par les contribuables québécois et de chacune des provinces canadiennes, c'est également un refus. Donc, d'année en année, le gouvernement du Québec va continuer à creuser une incapacité d'assumer les paiements de l'augmentation des coûts de système de santé au Québec, et c'est vrai également ailleurs. Au niveau des infrastructures, il y a une entourloupette joyeuse, 115 milliards de dollars d'annoncés, dont 9 milliards sont de l'argent neuf. 9 milliards sur 5 ans. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça lorsque les besoins sont d'emblée un multiple de ça, juste au Québec? Donc, cette annonce-là, à sa face même, n'est pas sérieuse. En plus, le manque de détails, l'opacité globale, non seulement de l'ensemble du budget, mais des mesures en matière d'infrastructure, s'affleurent les ingérences dans les compétences du Québec à plein nez. Les mesures d'accès à la propriété, je pense à nos jeunes ménages. Nous avons demandé un programme de garantie de prêt pour faciliter l'accès au dépôt initial pour l'achat d'une première maison pour les jeunes ménages. C'est refusé par le duo Champagne-Carney. Et le programme de financement en matière de logement n'établit pas que la part qui irait normalement au Québec sera versée au Québec sans condition. Enfin, rappelons-nous que M. Carney, à une semaine des élections, a fait un cadeau de 4 milliards de dollars, prétendument pour une taxe carbone qu'il voulait rembourser, alors que personne ne l'avait payé. Il a fait ce cadeau-là à une semaine de l'élection, c'est 4 milliards de dollars. Le Québec, nous demandons le remboursement ou le paiement de la part québécoise, 800 millions sur cette somme-là, et ce n'est pas dans le budget non plus. Donc, les demandes du Bloc ne sont pas rencontrées. Les conséquences de ça sont connues. Je veux mentionner que malgré la mode actuelle de faire comme si les changements climatiques n'existaient pas et que ça ne coûtait pas des milliards de dollars par année aux Québécoises et aux Québécois pour s'adapter aux changements climatiques, pour réparer les dommages des changements climatiques, il suffit de penser aux incendies ou aux inondations ou à l'érosion. Mais le total d'argent investi en matière de climat, c'est 4 millions. Je ne me suis pas trompé, là. Ce n'est pas 4 milliards, c'est 4 millions. Le reste de la somme s'en va dans les minéraux critiques qui s'en vont dans les industries dont rien ne nous dit que c'est à caractère environnemental. Qui plus est, les crédits d'impôt qui faisaient en sorte que sur une période de 10 ans, le gouvernement canadien donnait environ 8 milliards de dollars par année aux pétrolières et aux gazières est prolongé jusqu'en 2040. Il n'y a personne sur les banquettes des libéraux qui s'imagine encore qu'on va prendre le danger climatique au sérieux. Ça n'existe pas. Ça va coûter extrêmement cher. On se magasine des catastrophes, il va falloir les payer. Ce gouvernement-là dit le changement climatique n'existe pas. On ne met pas d'argent là-dedans. Évidemment, le déficit. Dire que c'est créatif
ne rend pas justice à la fumisterie à laquelle on assiste. Le déficit est de 78 milliards de dollars. Point. Le gouvernement dit que 45 milliards des 78 milliards de dollars, ce sont des investissements. Demandez à n'importe quel comptable, demandez aux entreprises d'ailleurs qui risquent de devoir payer davantage de cotisations en matière d'assurance-emploi. Demandez à n'importe quel comptable si un investissement n'est pas appuyé sur un actif. Or, le gouvernement met, c'est fantastique, là, il met des crédits d'impôt parmi les actifs. Il faut le faire, là. C'est n'importe quoi est mis dans les actifs pour dire, oui, c'est un investissement. Ce n'est pas un investissement au sens social du terme. Nous investissons dans notre jeunesse pour l'avenir. On est dans la comptabilité ici. C'est un investissement, donc c'est censé être à côté sur quelque chose que tu acquiers, quelque chose qui t'appartient, un actif à mettre à ton bilan. Alors, il n'y a rien de tel dans le budget qui justifie une telle somme. C'est un déficit normal, flat, habituel, mais beaucoup plus gros, de 78 milliards de dollars. Et ne vous faites pas d'illusions. Non seulement vous ne recevrez pas un gros chèque pour ça, mais vous allez le payer. Les citoyens du Canada et du Québec vont devoir payer ce déficit-là. Si ça avait un impact majeur en termes d'adaptation au contexte commercial, on pourrait dire peut-être, mais les sommes au final qui vont là-dedans sont relativement négligeables. Pas totalement négligeables, il n'y a pas rien là, mais ce n'est pas du tout à la hauteur du défi, parce que rappelons-nous que maintenant on ajoute un insuccès budgétaire au bilan du gouvernement de M. Carney, mais on avait déjà un insuccès, sinon un échec total en matière de tarifs, et un insuccès, sinon un échec total en matière de négociations commerciales. Non seulement ça, en matière de tarifs, on a reculé et ils ont augmenté. Donc, il n'y a rien dans le contexte actuel qui soit autre chose qu'inquiétant. Et les retombées possibles des projets d'infrastructure dont il parle ne peuvent pas être calculées à court terme. L'appel ne sera pas dans le sol avant que M. Trump ne soit plus président des États-Unis. Donc, on se creuse un énorme trou et on n'a pas amené d'échelle pour en sortir éventuellement. Comme je disais il y a plusieurs semaines, à l'époque, on parlait d'un déficit hypothétique de 82 milliards de dollars. Je ne vois pas comment on peut voter pour ça. Je vais voir mon caucus ce soir. Mais je ne dis pas qu'il n'y a rien d'intéressant. Je pense à la taxe de luxe en matière d'achat d'avions d'affaires qui est retirée. Il y a quelques éléments, pas majeurs, mais des éléments dans ce budget-là qui sont des bonnes nouvelles pour certaines institutions régionales, mais dans une perspective canadienne globale ou québécoise globale, qui est notre seul point de vue à nous, il n'y a pas dans ce budget de quoi rassurer les gens qui se disent « Est-ce qu'on aura autre chose qu'une orgie de dépenses libérales, encore une fois? » La réponse, malheureusement, c'est non. Et parce que c'est fait dans un contexte de camouflage, je ne peux pas m'empêcher de dire que le gouvernement de M. Carney flirte dangereusement avec la fumisterie. On entend aujourd'hui qu'il y a des efforts des libéraux pour essayer de convaincre des conservateurs de traverser le plancher de la Chambre, de se joindre aux libéraux. Il y a Chris d'Entremont qui a dit ouvertement qu'il le considère. Est-ce que les efforts de ce gouvernement-là à essayer d'avoir la majorité qu'ils n'ont pas eue de cette façon-là, ça dit quoi finalement sur leur volonté à négocier? Le budget qui vient d'être déposé est un budget conservateur. Le budget qui vient d'être déposé aurait pu être signé par Stephen Harper. Que des députés conservateurs, qui sont peut-être malheureux au sein de leur caucus, se laissent tenter par les conservateurs rouges au lieu des conservateurs bleus, c'est pas complètement invraisemblable. Ça ne règle pas la situation à laquelle ce gouvernement-là s'est confronté. Parce que j'entends depuis 2 jours le ministre des Finances dire « Les Canadiens nous ont donné un mandat fort ». Non. Les Canadiens ont élu, et les Québécois ont élu un gouvernement libéral minoritaire auquel je répète qu'il est tenu de collaborer en amont de ses annonces, en amont de ses démarches commerciales, en amont de ses démarches tarifaires, avec les autres gens qui sont capables de réfléchir et de contribuer au sein de la Chambre des communes. Là, pour l'instant, il travaille seul, il se comporte comme un gouvernement très, très conservateur et espère que ça va lui attirer des amitiés fugaces. Et vous avez rencontré M. Carney, vous aviez dit que le ton avait été cordial, que ça avait été bon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a vraiment écouté et est-ce que vous pensez qu'il y a place
à des discussions, disons, en aval. Le budget, il est déposé. J'ai en effet rencontré plusieurs ministres du gouvernement. D'abord, c'était très tardif parce que le principe, au moment où ça se faisait, le budget devait être pas mal achevé, là. On constate aujourd'hui, avec tout ce qui n'est pas expliqué, puis on y reviendra demain dans ce budget-là, que peut-être que le ministre des Finances est allé acheter ses souliers trop loin puis qu'il aurait dû être à Ottawa pour travailler sur son budget. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce budget-là qui, pour moi, sont extrêmement préoccupantes par rapport à la suite, par rapport à la capacité, puis qui démontrent que lorsqu'on s'est rencontrés, puis lorsqu'on a discuté d'un certain nombre d'enjeux, mais évidemment, j'ai parlé de retraite. J'ai même fait les calculs. On leur a dit, voici comment ça coûterait sur combien d'années. Les transferts en santé, voici la différence que ça implique sur une période de 5 ans. Toutes nos demandes ont été chiffrées pour que le gouvernement comprenne bien que la part québécoise des demandes dont il était question, c'était moins que le chèque de 2 milliards qui est allé mener à Doug Ford la semaine passée. Et manifestement, c'est un refus assez marqué de M. Champagne et de M. Carney, parce que même ce qui allait peut-être se retrouver dedans n'y est pas de façon le moindrement claire. Sur l'immigration, on a des cibles en immigration. Vous en pensez quoi, notamment sur les étudiants étrangers? C'est une baisse significative. Là, je pense qu'on n'est pas directement dans la partie budgétaire, mais il y a un élément dans le budget par rapport à l'immigration qui me frappe. Le gouvernement du Québec a une demande pendante de 700 millions de dollars pour couvrir les dépenses pour les demandeurs d'asile, dont le double de notre poids démographique sont au Québec. Ce n'est pas un jugement sur les demandeurs d'asile. C'est une responsabilité humanitaire, je veux bien. Mais en refusant la demande de 700 millions de dollars que fait le gouvernement du Québec pour payer les services publics des gens qu'on accueille au Québec, mais la réponse, c'est que les Québécois paient 2 fois plus cher pour accueillir des demandeurs d'asile que la moyenne de la population canadienne. Ça ne veut pas dire on veut pouvoir personne, ça veut dire au moins assumer le coût de vos responsabilités et de vos politiques en matière de demandeurs d'asile. Les étudiants étrangers, c'est complètement un autre débat, et les travailleurs étrangers temporaires, c'est également un autre débat qui font l'objet de discussions, parce qu'on peut quand même parler de dossiers précis. It sounds like you're leaning toward voting no on this budget. Can you explain why? You have a very good perspective on things. Where did you get that? I hardly see how, after having met with our caucus tonight, we could vote in favor of this budget. Those $78 billion of deficit, whatever tricks they want to invent. There's nothing of what we did ask in the budget. And I must tell you that what the Bloc Québécois asked in order to maybe support the budget about elders, about healthcare transfers, about what we did ask, but one thing that was not given to Quebecers and given to everybody else would have been good for all Canadians, not only Quebecers. Still, the answer is no. This is a red conservative budget, which Mr. Harper might have signed. And there's nothing for Quebecers in there, absolutely nothing. We did ask what was basically the object of a large consensus within the population of Quebec. And the answer from a Quebecer, Mr. Champagne, is blunt, no. Do you know if the Liberals are trying to approach anyone from your party to cross the floor? I'd be quite surprised. We are about as close to Liberals as Quebec is from New Zealand. It's the other side of the world. Monsieur Blanchet, les députés bloquistes vont-ils rester bloquistes? Ou est-ce qu'on pourrait être courtisé par les libéraux, comme on cherche à le faire avec les conservateurs? J'ai envie de vous dire, regardez, vous allez être très, très déçus si vous imaginez qu'un député bloquiste va décider de s'acheter une chemise rouge. Alors, non, les députés bloquistes vont être 22 à voter de la même façon au moment où on devra voter sur le budget. Je n'ai aucun doute à cet égard-là. On comprend la manœuvre des libéraux. Ils ont voulu faire un budget conservateur pour avoir des votes conservateurs, mais ils n'ont pas fait un budget québécois. Ils n'auront pas de vote québécois.
L'idée d'un gouvernement Carney potentiellement majoritaire, vous voyez ça comment, là? S'ils sont capables d'aller chercher suffisamment de députés conservateurs? J'étais à l'Assemblée nationale du Québec lorsqu'un certain nombre de députés du Parti québécois étaient partis à la CAQ et j'avais mené la charge contre cette pratique-là. Vous avez été élu avec un mandat de votre population sur la base d'un programme, d'une équipe, d'une organisation. Vous n'avez pas le droit légitimement de dire « je vais faire le contraire du mandat qu'on m'a donné avec le vote que les gens m'ont donné et l'argent que ça me donne comme député ». C'est immoral, ce genre de transfuge. Donc, moi, je ne saurais pas cautionner ça. Est-ce que je comprends que des gens puissent être malheureux dans le caucus conservateur? Je serais extrêmement malheureux si j'étais là, mais un changement de parti est une pratique que la loi devrait considérer à des fins de correction. Many people, liberals supporting people to get a majority.